Bien, bonsoir, merci d'être venus. Pas suffisamment nombreux, mais déjà bien, c'est bien. Voilà, merci. Alors ce soir, nous allons partir sur un grand voyage en compagnie de Galia Ackerman, qui est... alors je vais résumer parce que j'ai regardé un petit peu partout, ça fait presque une page, alors vous m'excuserez, j'ai vraiment réduit. Hein. Donc vous êtes écrivaine, s'il y a des fautes, vous me dites, écrivaine, historienne, journaliste, traductrice franco-russe, spécialiste du monde russe et ex-soviétique. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé? Alors, j'allais aller plus loin, puis finalement, en lisant le livre, je me suis rendu compte que vous faites tout. Vous êtes même fait une biographie dans le livre. Je me permets de la lire. Peut-être pas tout. Voilà, page 52. Alors, je suis né à Moscou en 1948. Ça, je ne l'ai pas dit encore, vous voyez. Et j'y ai vécu les 25 premières années de ma vie. En 1973, j'ai émigré en Israël avant de m'installer définitivement en France en 1984. Cette existence coupée en trois, ou du moins en deux, pour peu qu'on considère que la vie en Israël ou en France s'impose à la vie en Union soviétique, m'a doté d'une double conscience. Je continue. D'une part, il subsiste en moi la matrice soviétique, on le verra tout au long du livre, et je comprends parfaitement les mentalités locales. Ni en Russie, ni en Ukraine, ni nulle part ailleurs dans l'ex-URSS, on ne me prend pour une étrangère. C'est bien. C'est pas pour tout le monde. Mais d'autre part, je suis aussi une Française qui parle la langue de Molière depuis l'âge de 3 ans, grâce à sa grand-mère paternelle, élevée en Suisse avant la Révolution d'Octobre. J'aurai bientôt vécu en France les 3/4 de ma vie d'adulte, et j'y ai élevé mes 2 filles. Qui mieux que vous pouvez parler de vous, n'est-ce pas? Alors, traverser Tchernobyl. Tchernobyl, c'est quelque chose qui vous est très à cœur. On y viendra tout à l'heure, on en parlera. C'est le 3e ouvrage, c'est ça, sur Tchernobyl. Et en plus, il y a une très grande exposition qu'on évoquera tout à l'heure, qui a été installée à Barcelone, que les Français n'ont pas eu la chance de voir, tout simplement parce que personne n'a eu la bonne idée de vous proposer une salle permettant d'accueillir cette très belle exposition. J'en ai vu quelques images, c'est vrai que c'est assez... Quand je dis très belle, c'est qu'elle est très bien réalisée. Traverser Tchernobyl, pourquoi cet attachement à Tchernobyl? Et pourquoi? Parce que vous y êtes allé plusieurs fois. Celui-là, c'est un livre très particulier parce que je crois que pour la première fois, on rentre dans votre intimité. Et on rentre surtout dans l'intimité des gens qui, aujourd'hui, vivent encore à Tchernobyl. Alors, pourquoi cet attachement? Je crois que la vie est un peu faite de hasard, bien qu'après, parfois, on découvre que le hasard n'est pas tout à fait un hasard. Mais c'est vrai que j'ai commencé à m'occuper de Tchernobyl, on peut dire par hasard. J'étais déjà en France quand la catastrophe est arrivée, s'est produite, et je ne peux pas dire que ça m'a ému plus que ça, c'est-à-dire à l'époque on n'avait pas encore du recul. On pouvait avoir l'impression que c'est une catastrophe parmi tant d'autres. Les dimensions sont venues plus tard. Et donc, je n'ai pas eu l'idée en 86, tout de suite, que ça allait être une grande occupation de ma vie. Mais ensuite, beaucoup d'années plus tard, très exactement en 98, donc 12 ans après cette catastrophe, on m'a proposé de traduire l'ouvrage de Svetlana Alexievitch, La Supplication, dont on reparlera. Et je dois dire que j'ai vécu ce livre vraiment, si on peut dire ça, dans ma chair, parce que quand vous traduisez quelque chose pendant plusieurs mois, le livre que vous traduisez, pourvu que ce soit un bon livre, le livre vous habite. Et donc, comme c'est un livre très poignant, ça m'a beaucoup marqué déjà. Et ensuite, quand Svetlana Alexievitch est venue en France pour la promotion de son livre, j'ai commencé à l'accompagner, bon, ce que fait généralement le traducteur littéraire. Et ça m'a permis assez rapidement de rencontrer d'autres personnes intéressées par le Tchernobyl, dont certains sont mentionnés dans ce livre, comme ce metteur en scène Bruno Boussagol, ou comme ce grand chercheur biélorusse qui m'a en quelque sorte vraiment formaté pour ce qui est de Tchernobyl,
Vassili Nesterenko, donc je parle aussi de lui. Comme le sociologue de Caen, qui est devenu vraiment un proche ami, Frédéric Lemarchand, etc. Et donc, j'ai eu mon initiation avec Tchernobyl en 2000, quand Vassili Nesterenko, cet académicien biélorusse qui a créé un institut pour la protection, radioprotection des populations. Vous savez que la Biélorussie est le pays le plus touché par Tchernobyl. Il y a un quart du territoire biélorusse qui a été contaminé. Il y a 2 millions de personnes qui vivent à ce jour dans ce territoire. Et donc Nesterenko m'a proposé de faire un périple avec lui dans des zones contaminées pour voir les conditions dans lesquelles les gens vivent, comment vont les enfants, comment ils accumulent les radionuclides à travers ce qu'on appelle la chaîne alimentaire, c'est-à-dire en mangeant des produits locaux et notamment des champignons et des baies, mais aussi des produits laitiers, mais aussi de la viande, etc. Et donc j'ai fait cette semaine avec lui. Et je crois que ça m'a vraiment très fortement émue. Et j'ai commencé à écrire, j'ai fait des papiers, des reportages, des entretiens, j'ai publié un certain nombre de choses dans diverses éditions périodiques. Et donc, finalement, en 2003, on m'a proposé cette exposition à Barcelone, dans un grand centre muséal qui n'a pas la collection propre. C'est un peu comme Metz en France, c'est-à-dire un grand espace muséal qui fait des expositions d'un très haut niveau, mais qui n'a pas de collection permanente. Et donc pendant 3 ans, je suis allée, je ne sais même pas combien de fois, pas seulement à Tchernobyl, mais à Kiev, à Moscou, à Minsk, dans des zones contaminées, dans la zone interdite, en cherchant des objets pour exposer des histoires à raconter. Et donc, le résultat de tout ça a été cette énorme exposition à Barcelone, avec un grand catalogue, mais aussi le livre que j'ai écrit, qui était le Tchernobyl, retour sur un désastre, qui raconte la catastrophe et la gestion de la catastrophe sur plusieurs années. Donc jusque-là, si vous voulez, c'était vraiment un enchaînement, on peut dire. Mais en 2006, j'ai fait l'exposition, j'ai écrit le livre, j'ai coécrit un autre livre qui s'appelle Les silences de Tchernobyl, qui malheureusement est complètement épuisé. Et puis, donc, la question s'est posée, et maintenant, est-ce que maintenant on passe à autre chose? Est-ce que, voilà, c'est fait, bon, ben, il faut aller de l'avant. Et j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu le faire, c'est pas que je me suis pas occupée d'autre chose, mais toutes les rencontres que j'ai pu faire, tout le vécu que j'ai pu avoir, tous les gens dont j'ai voulu continuer à suivre le destin, tout était avec moi. Et donc j'ai décidé, alors que je n'avais plus aucune obligation extérieure, j'ai décidé de continuer à m'intéresser à tout ça. Et la première idée, c'est vraiment quelque chose que j'avais très envie de faire, c'est de vivre un peu, ne serait-ce qu'une semaine, dans cette zone interdite où normalement, bon, il y a des vieux, quelques centaines de vieux qui y habitent, qui ont bravé l'interdit. Il y a des gens qui travaillent dans la zone, et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la zone, en fait. Il y a peut-être 10 000 personnes qui travaillent là-bas, parce qu'il y a toujours des décharges à construire, des décharges à surveiller, des eaux souterraines à surveiller, pour empêcher que pendant les crues, les radionuclides arrivent
dans la rivière Pripyat, qui est un affluent du Dniepr, qui garde aussi cette zone parce que c'est une zone interdite. Des écologistes qui surveillent les niveaux de l'air, de l'eau, etc. Bon, bref, des forestiers, etc. Et donc, j'avais envie de vivre là-bas, de connaître cette zone d'une part, de connaître aussi les gens qui s'occupent de ça, essayer de les comprendre. Et donc, j'ai profité du fait que j'avais déjà beaucoup de relations, si j'ose dire, parce que si on passe comme touriste, on peut aller comme touriste dans la zone. Déjà, je pense que c'est pas possible de rester plusieurs jours. Et ensuite, bien sûr, on ne peut pas voir qui on veut, aller où on veut, etc., etc. Mais j'ai noué une relation plutôt amicale avec l'un des directeurs de cette zone. Et il a eu une idée un peu folle. Et il avait l'idée que, que je veux faire quelque chose comme un roman industriel en racontant le quotidien, très dans l'esprit du réalisme socialiste, de ces vaillants gens qui travaillent dans la zone. Et que ce livre, rêvait-il, serait traduit en ukrainien. Il pourrait même être recommandé aux écoles. Vous voyez, donc il rêvait de quelque chose d'héroïque. Il m'a vraiment donné carte blanche. Et donc en 2009, je suis allée là-bas pour une semaine. J'ai pu en effet voir des lieux assez insolites que généralement on ne montre pas trop. J'ai fait aussi des rencontres parfois insolites, comme par exemple ce parrain mafieux de cette zone. J'ai pu faire connaissance de beaucoup de gens, recueillir près de 30 heures d'entretien. Visiter aussi des lieux, encore une fois, insolites comme des charges nucléaires, comme le radar qui jadis a été le plus grand... Dont on parle très peu d'ailleurs. Radar, oui, parce qu'il y a peu de gens qui l'ont vu, qui était jadis le plus grand radar pour la détection précoce de missiles intercontinentaux en clair américain. Et donc, c'est un radar, je ne sais même pas si vous pouvez imaginer, c'est comme un énorme grillage long de 500 mètres et haut de 150 mètres. Oui. Et vous avez vu les photos, quelques photos que j'ai prises. Voilà. Donc, j'ai fait tout ça. Et ensuite, il s'est avéré qu'il y a quand même encore et toujours des destins que j'aurais aimé suivre. Et donc, comme ça, du fil en aiguille, j'ai commencé à y aller. J'ai continué à y aller. J'ai continué à entretenir des relations amicales, ou en tout cas cordiales, avec pas mal de gens. D'ailleurs, je vais encore revenir en octobre. Oui. Oui, maintenant, après ce livre, ma fille aînée et mon gendre, le mari de ma fille cadette, veulent venir aussi. D'accord, un voyage familial. On va faire un voyage familial. Alors, voilà, et donc vous voyez, c'est pour ça qu'à la fin de ce livre, je me pose la question sur les motivations profondes, parce que quand on a fait comme ça 18 ans de s'occuper de quelque chose, bien sûr, après on se demande, mais pourquoi ?